la ligne diplomatique définie par le duo de PASTEF a consisté à commencer par rassurer les dirigeants régionaux réputés hostiles au peuple. Il n'y a qu'à étudier la carte des visites diplomatiques. Les premières visites diplomatiques qui ont été faites, elles étaient faites pour la Guinée-Bissau, elles étaient faites pour la Mauritanie, elles ont été faites pour la Côte d'Ivoire, là où, que ce soit l'opinion sénégalaise, dans son écrasante majorité, l'opinion africaine dans son écrasante majorité s'attendait à ce que l'exécutif nouveau du Sénégal aille d'abord auprès des persécutés d'Afrique de l'Ouest pour montrer qu'il avait choisi clairement le camp du panafricanisme révolutionnaire, le camp du panafricanisme de gauche et de l'émancipation africaine. Où étaient-ils attendus? Ils étaient attendus à Bamako. Ils étaient attendus à Ouagadougou. Ils étaient attendus à Niamey. S'ils avaient commencé leur visite diplomatique par l'Afrique persécutée, l'Alliance des États du Sahel, l'Afrique, dans son écrasante majorité, aurait entièrement fait confiance aux visites ultérieures qui seraient rendues à la Côte d'Ivoire sous Ouattara, à la Guinée-Bissau sous Embalo, à la Mauritanie sous El Ghazouani. Tout cela n'aurait pas troublé les Africains. Donc le contexte est marqué par une espèce de nouvelle méfiance qui est née dans l'opinion sénégalaise, dans l'opinion africaine, au regard des premiers pas du président fraîchement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les Africains se sont dit, mais finalement, panafricaniste de gauche, nous dit-il. Son père nous dit qu'il est le nouveau Sankara, le nouveau Kwame Nkrumah. Son père nous dit qu'il est un Jerry John Rawlings qui arrive. Est-ce que Sankara, Nkrumah ou Jerry John Rawlings auraient rendu leur première visite au support du néocolonialisme, ayant pris le pouvoir? L'Afrique s'est posé ces questions. Et j'insiste, et je persiste, et je signe à dire que ce sont des questions légitimes. Nous ne faisons pas de l'engagement politique une affaire d'amis-amis. C'est aussi d'abord une affaire de vérité et de justice. Il faut que l'opinion et les dirigeants sénégalais sachent que l'Afrique s'est posé ces questions. Et que le peuple sénégalais, y compris le peuple de PASTEF, s'est posé ces questions. Alors certains, par complaisance, par compassion, par compréhension, ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur de perdre éventuellement quelques avantages. Nous, on peut le dire. Je ne risque rien. Je ne demande rien aux nouveaux dirigeants sénégalais pour moi. Rien. Je ne leur demande rien. Donc je fais mes analyses. Maintenant, il y a un troisième élément important du contexte. C'est l'état dans lequel se trouve l'ancienne puissance coloniale, dont on connaît les liens étroits avec le Sénégal. Les liens de la France avec le Sénégal sont encore plus étroits qu'avec beaucoup d'autres anciennes colonies françaises. Pourquoi? Parce que le Sénégal a été utilisé à partir de la fin du 19e siècle comme la rampe de lancement du colonialisme français en Afrique. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sénégal que l'armée française a constitué son premier bataillon de supplétifs, qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. C'était sous Napoléon. Dans les années 1854, est créé un bataillon de supplétifs africains qui vont compléter l'armée coloniale française et qui vont l'accompagner dans les colonisations à l'intérieur du continent. Les tirailleurs sénégalais. Donc il y a à penser et à savoir que le Sénégal constitue depuis le 19e siècle une des pièces maîtresses de l'influence, de la domination et de l'exploitation, eh bien, du colonialisme et du néocolonialisme français, par extension occidentale, en Afrique. Dans ce contexte, ceux qui viennent d'arriver au pouvoir et qui revendiquent le panafricanisme de gauche sont obligés de donner un signal à la société française en général et à la classe politique française en particulier. Ils sont obligés de le faire, non pas simplement parce que les relations diplomatiques doivent continuer à exister. Ça, le président de PASTEF l'a rappelé.
notre frère Ousmane Sonko. Mais ils sont obligés de le faire parce qu'il y a trop d'intérêts français en jeu au Sénégal. Ils se sentent donc obligés de donner un certain nombre de signes. Alors, si les dirigeants sénégalais s'étaient levés, les nouveaux dirigeants, pour aller à Paris, alors ce serait le scandale complet. Parce qu'ils ont déjà vu ce que ça a donné d'aller à Abidjan. D'aller à Abidjan avant d'être allé dans les pays persécutés. Vous avez vu le tollé général que ça a donné. Même si les partisans de PASTEF sont restés solidaires de leur chef, il y a eu des remous. Nous sommes tous africains, on se connaît par plusieurs réseaux. Il y a eu des remous. Visite en Mauritanie, même les militants de PASTEF l'ont dit. Visite en Guinée-Bissau, ils ont dit. L'homme de la force anti-putsch. Visite à Abidjan. Ça commençait à couiner dans PASTEF. Donc, dans les conditions actuelles, ils savent, les dirigeants de PASTEF et de la République du Sénégal, que se lever pour venir à Paris, ça sera alors le coup d'arrêt à l'état de grâce de l'élection. Alors, quelle est la meilleure façon qu'ils pouvaient trouver pour envoyer quand même un message à la société française? Mais c'est de faire venir un homme politique français dont les positions sont beaucoup plus proches de celles de PASTEF, de celles du nouveau pouvoir sénégalais. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont sollicité et qu'ils ont fait venir Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Je suis toujours dans la première partie. J'essaie de vous expliquer le jeu politique qu'il y a là. Pour envoyer un message à la société française, il fallait trouver un interlocuteur acceptable. Le plus acceptable possible, c'est le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon. D'abord pour son expérience politique, et ensuite pour son positionnement critique, relativement critique envers le néocolonialisme français. Donc on fait venir Mélenchon. Mais arrêtons-nous sur Mélenchon. Qui est-il? Moi j'ai voté pour lui. En tant que citoyen français, j'ai voté pour Mélenchon aux 2 dernières élections présidentielles. Parce que il est ici des hommes politiques, celui qui est le plus proche des idées qu'en tant que panafricaniste de gauche, je défends en Afrique. Donc je voudrais d'abord que ce soit clair. Moi, en France, j'ai été son électeur 2 fois. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un rapport critique à l'homme. Mais qui est Mélenchon? C'est un homme de 70 ans passés. N'est-ce pas? Et c'est un homme qui a une très longue carrière politique, dont une bonne partie a été passée sous François Mitterrand, dans le cadre du Parti socialiste français. Mais François Mitterrand, n'est-ce pas lui, l'homme politique qui a rusé avec l'Afrique à travers son discours de la Baule en 1990? Mitterrand n'est-il pas l'un des artisans de la disparition de Thomas Sankara au Burkina Faso? Ne vous souvenez-vous pas de la passe d'armes entre François Mitterrand, élu en 1981 à la tête de la France, sous la bannière du Parti socialiste et du Parti communiste dans le cadre de leur union? Ne vous souvenez-vous pas des répliques virulentes de François Mitterrand à Thomas Sankara critiquant le néocolonialisme, le colonialisme et l'impérialisme français et occidentaux? Ne dit-on pas d'ailleurs souvent que Thomas Sankara signa son arrêt de mort le jour où, en invitant François Mitterrand à Ouagadougou, il se permit de critiquer le soutien de la France au régime de l'apartheid. L'apartheid. Oui, la France de François Mitterrand a soutenu le régime criminel de l'apartheid. Et Mélenchon était au Parti socialiste français. Il faut que vous le sachiez. Parce que le type qui est assis à Dakar devant Sonko, ce n'est pas un homme neuf. Ce n'est pas un homme neuf. Il a une partie de sa vie politique passée à l'intérieur d'une famille politique néocolonialiste. Car le néocolonialisme français n'est pas que l'apanage de la droite, ou de l'extrême droite, ou du centre. Le néocolonialisme français est un phénomène qui recouvre la quasi-totalité des familles politiques françaises, à quelques individuelles exceptions près. Quand ils sortent des frontières de France, il faut systématiquement prendre les seules décisions qui avantagent globalement, de toutes les façons possibles, la France. Avant toute chose. Donc, il faut que vous voyez très bien que M. Mélenchon, 1, ce n'est pas un homme politique neuf. 2, c'est un héritier et un admirateur de François Mitterrand. Parce qu'il y en a qui parlent des gens, ils ne les ont pas lus. Alors, tout le temps qu'il parlait, le Premier ministre Ousmane Sonko faisait tout pour ne pas froisser son interlocuteur en le distinguant des autres.
En effet, les positions de Mélenchon ont certes évolué, d'accord? Mais Mélenchon est co-responsable du bilan de Mitterrand. Et il est fier de Mitterrand. C'est un mitterrandien, c'est un mitterrandiste. D'accord? Donc on ne peut pas penser que lui, il n'est pas d'une manière ou d'une autre contribué à la prolongation de la France-Afrique, dont la droite, la gauche française ont été co-responsables. Ça, c'est le premier point que je veux souligner. Alors, c'est trop facile d'essayer de présenter l'Afrique comme le lieu où on vient s'acheter une virginité politique à peu de frais. Ce monsieur Jean-Luc Mélenchon, moi je le connais ici en France. Et je vais vous donner un témoignage personnel. Lors de sa deuxième campagne électorale ici en France, j'ai été approché par des Africains, membres de la France Insoumise, pour aller le voir et essayer de lui demander de bien marquer à l'intérieur du programme de la France Insoumise les revendications de l'Afrique des libertés. Nous voulions que la France Insoumise annonce le retrait sans condition de toutes les bases militaires françaises d'Afrique, que ce soit marqué dans le programme. Nous voulions que la France Insoumise, le candidat de la France Insoumise, dise qu'il va supprimer le franc CFA, car ce n'est pas une monnaie africaine, c'est la monnaie de la Banque de France. Nous voulions que le candidat de la France Insoumise accepte de marquer que les Africains ont le droit de fonder leurs institutions sur leur propre tradition, l'africanophonie. Enfin, nous voulions que le président de la France Insoumise, le candidat de la France Insoumise, s'accorde à soutenir l'Afrique pour l'accès à une position de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et par conséquent qu'il fallait que la France cesse de tenir le statut de penholder, tenant de la plume dans les affaires de l'Afrique dite francophone. Voilà les 4 idées avec lesquelles nous devions rencontrer M. Mélenchon. Il a demandé que je lui envoie un draft des idées que j'allais lui exposer. Je lui ai envoyé un draft des idées que je viens de vous résumer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a attendu le jour du rendez-vous. Je dis bien le jour du rendez-vous. C'était un mardi de l'an 2022. Le rendez-vous avait lieu à 16 h. À 11 h, il a appelé tout le monde pour dire qu'il avait un empêchement, il y avait un deuil dans sa famille. On ne pouvait pas avoir la réunion. Et on n'a jamais eu la réunion. Voilà l'homme. Quand il se prépare à être candidat à la présidence, pour flatter les Africains, il donne l'impression qu'il va prendre des mesures radicales. Mais il ne les marque jamais. Il ne les assume jamais. Quand il a fini sa manœuvre, et dans le cas d'espèce, il a perdu l'élection, là il redevient radical pour l'indépendance des Africains. Mais Mélenchon, qui était assis face à notre frère Ousmane Sonko, n'a jamais été clair sur les bases militaires. Il n'a jamais été clair sur le franc CFA. Il n'a jamais été clair. Il n'a jamais été clair sur l'africanophonie. Et il n'a jamais été clair sur la fin de l'influence française dans les affaires africaines. Cela lui vient de son passé mitterrandien. Alors que c'est l'un des hommes politiques français les plus proches des idées du panafricanisme de gauche, je me dois de vous dire que ce n'est pas lui qui va incarner la révolution de la politique africaine de la France. C'est trop tard pour lui. Il a eu 2 occasions. Il n'a pas été à la hauteur. Je vous donne un témoignage personnel. Moi, j'ai été membre du Parti socialiste français pendant 10 ans. Parce que moi aussi, j'ai mon histoire dans cette affaire que je vous raconte. J'ai été membre du Parti socialiste français pendant 10 ans. J'ai démissionné quand François Hollande a envisagé que lorsqu'un Français issu de l'immigration commet une faute contre la France, lui, on lui enlève sa nationalité. Mais un Français blanc qui commet une faute contre la France, il n'y a pas de problème. Quand il a dit ça, Hollande, j'ai jeté ma carte du Parti socialiste. Mais je m'étais battu pour que soit inscrit dans le programme de François Hollande, avec beaucoup d'autres camarades au Parti socialiste. Nous nous sommes battus pour qu'il soit dit, proposition 58. Je mettrai fin à la France-Afrique. Hollande l'avait écrit, même si par la suite, il devait le trahir. Mais quand j'ai vu qu'Hollande flirtait avec les idées de l'extrême droite, président de la République, osait envisager que quand un Africain d'origine africaine, un Français d'origine africaine, serait en porte-à-faux avec l'État français, lui, on le déshabille, on le met tout nu. Alors que quand c'est un blanc français qui fait la même chose, on ne lui fait rien de comparable. Quand c'est sorti de la bouche de Hollande, j'ai jeté ma carte du Parti socialiste. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais repris la carte d'un parti français. Vous comprenez? Donc, je voulais commencer d'abord par vous situer. Parce que notre frère Ousmane Sonko, dans son allocution, a semblé donner l'impression que Mélenchon était un saint homme. Un anticolonialiste notoire, un amoureux de l'indépendance. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un homme ambigu qui était assis là.
Ça, c'est voilà la première chose que je veux dire. Par ailleurs, et je finis le premier point, mais qu'est-ce qui explique cette propension des Africains à toujours vouloir avoir une validation extérieure à l'Afrique? Pourquoi les Africains aiment toujours se faire valider de l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'il a besoin que Mélenchon vienne pour qu'on ait l'impression, peut-être à la limite, que voilà, il n'est pas anti-français? Ousmane Sonko ni Diomaye Faye n'ont jamais été anti-français. Les Africains qui luttent contre le colonialisme et le néocolonialisme français ne sont pas anti-français. Ils sont anticolonialistes. Ils sont anti-impérialistes. Et le Premier ministre Ousmane Sonko l'a très bien rappelé. Ça, c'est vrai. La distinction entre l'anticolonialisme et le racisme. La distinction entre la haine du colonialisme français en Afrique et la haine du français. Les militants, activistes, les intellectuels panafricanistes sont suffisamment édifiés sur la distinction entre la lutte anticolonialiste et le racisme. Pour ma part, je suis connu pour ne jamais tremper, de près ou de loin, dans une quelconque forme de racisme. Je suis ennemi de la haine entre les peuples. Des peuples ne doivent pas se haïr parce que tous les peuples de la terre sont condamnés à vivre ensemble. Je combats l'anticolonialisme français. Je combats le despotisme africain. Je combats l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Je combats la domination sous toutes ses formes. Donc voilà un peu une mise en contexte. Déjà, il faut que cette image qui vous a été donnée de Mélenchon soit corrigée. Ce n'est pas un symptôme. C'est un héritier du mitterrandisme. Et tout le monde sait ce que Mitterrand nous a fait. Il était dedans. Et il en a gardé des réflexes. Chaque fois qu'il est confronté, Jean-Luc Mélenchon, que vous voyez, à des Africains qui défendent fermement les intérêts africains, il est mal à l'aise. Il aime les Africains qui acceptent de se plier à 2 ou 3 de ses oukases à lui. Il a beaucoup de mal avec les esprits libres. Monsieur Mélenchon qui est là. Je vous donne le témoignage parce que c'est parce qu'il a vu que je ne voulais pas renoncer aux 4 revendications fondamentales de l'Afrique des libertés qu'il a annulé le rendez-vous. Peut-être aurait-il voulu que je dise, bon, on va promouvoir la francophonie. Je dis non. Il y a 4 points. C'est le programme de l'Afrique des libertés. Ce sont des points essentiels pour l'émancipation du peuple africain. Si vous voulez que j'appelle les Africains vraiment à vous soutenir, que nous appelions les Africains de France à vous soutenez la décolonisation totale de l'Afrique. Pas d'ambiguïté. Vous dites quand est-ce que vous allez abolir, supprimer le CFA. Vous dites quand est-ce que vous retirez les 4 principales bases militaires et toutes les autres. Vous dites quand vous mettez en place, eh bien, les structures de la nouvelle coopération franco-africaine. Vous dites quand on veut un calendrier. Le simple fait que j'ai parlé comme cela, il a annulé le rendez-vous. J'imagine ce qu'il a dû se dire avec les gens de son équipe. Il est prétentieux, ce Roch Nyamsi, mais pour qui il se prend? Il croit qu'il peut dicter ses idées comme ça à la France insoumise. Mais écoutez, c'est pas comme ça que ça se fait, hein, la politique. C'est la négociation. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Voilà pourquoi seule la lutte libérera le continent africain. Seule la lutte libérera le continent africain. Parce que si les conseils pouvaient libérer le continent africain, tous les conseils que j'ai donnés aux dirigeants occidentaux que j'ai rencontrés, aux hommes politiques, aux parlementaires, aux députés, aux sénateurs occidentaux que j'ai rencontrés, tous les conseils que moi seul je leur ai donnés là, la crise franco-africaine que nous connaissons aujourd'hui n'existerait pas. J'ai fait le tour de France et de Navarre. J'ai visité tous les pays d'Europe pratiquement, en dehors de ceux d'Europe du Nord. Et j'ai donné des conférences. Et j'ai rencontré des décideurs. Et je leur ai parlé. Anticipons, s'il vous plaît. La crise occidentalo-africaine arrive. Et ils nous prenaient pour des petits prophètes qui crient dans le désert et des gens impuissants. Maintenant, ils suivent tout ce que je dis. Il y a toute une série d'équipes à l'Élysée, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Éducation nationale, chargées de suivre les déclarations de Franklin Nyamsi Wakaman. Moi tout seul. Il y a au moins une trentaine ou une quarantaine de fonctionnaires qui travaillent sur la moindre de mes déclarations. Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de m'écouter depuis. Ils surveillent mes déclarations maintenant parce que je suis écouté par les Africains davantage que par le passé. Et que leur France 24, leur RFI, leur Le Monde, leur Jeune Afrique ne nous dépassent plus. Nous les avons dépassés. Bon, alors, très bien. Je passe à la deuxième partie de mon analyse.
Alors, dans la deuxième partie de mon analyse, je voudrais laisser parler l'orateur, le Premier ministre Ousmane Sonko. Vraiment, il a été amplement véridique. Je voudrais le saluer. Monsieur le Premier ministre, cher frère, bravo. Des vérités crues ont été dites à Dakar. Même Mélenchon était mal à l'aise. Regardez bien la tête qu'il faisait quand Sonko sortait les directs. C'est lui, hein? Le supposé homme de gauche révolutionnaire français. Mais regardez comment il rougissait. Surtout, évaluez le nombre de fois qu'il a rougi. Mélenchon. Et vous comprendrez pourquoi Mitterrand, qui prétendait être un leader de gauche, a rougi quand Sankara parlait. Par certains côtés, j'ai eu l'impression de revoir la scène où Mitterrand rougit pendant que Sankara parle à Ouagadougou. J'ai eu l'impression de la voir par moments entre Ousmane Sonko et Mélenchon. Sonko avait beau passer la pommade à Mélenchon. Vous savez, ici, à cause de l'absence de mélanine dans la peau de nos frères leucodermes, ils sont obligés de mettre beaucoup de pommade sur leur peau avant d'aller au soleil, donc de protéger leur peau. Donc, la parole d'Ousmane Sonko était comme un soleil brûlant. Et avant de parler à chaque fois, Ousmane prenait de la pommade et il mettait ça sur Mélenchon pour que la parole ne le brûle pas trop. Mais malgré cette pommade, passée à plusieurs fois, non, alors ce que je dis ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas dans ce cas, monsieur Mélenchon, surtout pas vous. Je parle des autres, je parle de monsieur Macron. Ça arrivait toujours sur Macron. Parce que la vérité pure est un feu qui brûle sans consumer. Oui, ça te brûle, mais tu n'es pas consumé. Parce que ça t'atteint par l'intérieur. La vérité, la parole de vérité atteint un être humain par l'intérieur. Donc ça le brûle sans le consumer. Tu ne vois pas de fumée, mais il y a le feu. Ousmane Sonko déversait le feu. Et le feu passait par le centre de la conscience de Mélenchon. Et Mélenchon, sans doute, récapitulait toutes ces années de lâcheté envers l'Afrique. Et disait, oh là 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 là. Ils ont pris conscience. Ils savent à qui ils ont affaire, ces Africains. Donc, nous allons donner la parole au Premier ministre Ousmane Sonko. J'ai pris un extrait de 5 minutes qui m'intéresse beaucoup, cet extrait-là. Il va nous dire, il va parler à Mélenchon devant nous et nous allons apprécier. Nous allons vraiment apprécier le propos du Premier ministre après, pour conclure cette émission. Mes amis, continuez à protéger, s'il vous plaît, cette émission, à la partager. Ne la laissez pas en proie aux intrus. Ne la laissez pas en proie aux intrus. Hop, alors, je cherche l'extrait très intéressant. Avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation, on peut comprendre, mais qu'ils fassent l'objet d'ostracisme et d'exclusion en terre africaine, ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, l'Europe a ses propres problèmes avec des pays qui se disent adeptes de l'illibéralisme, oui, et qui ne respectent pas forcément les règles de l'Union européenne. Ce n'est pas pour autant que ces pays sont mis sous embargo, ouais, ou que les subventions européennes sont coupées. Oui. Pourquoi faudrait-il que des problèmes politiques en Afrique soient réglés par les Africains sur commande extérieure en s'attaquant à des pays frères et à leur population surtout? Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi nous ne lâcherons pas nos frères du Sahel. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour raffermir les liens et leur apporter notre solidarité. Ceux qui aujourd'hui condamnent des régimes considérés comme des régimes militaires ou dictatoriaux sont pourtant enclins à aller dans d'autres régimes qui ne sont pas démocratiques lorsque leur intérêt s'y trouve pour négocier du pétrole ou des marchés. Est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire qu'ils se mêlent de tout avec les mêmes principes? Absolument pas. Les problèmes internes au pays
doivent être réglées par les citoyens de ces pays. Certes, il y a eu des coups d'État. Et certes, personne n'encourage la commission de coups d'État. Mais je refuse d'être ceux qui analysent les symptômes et qui refusent d'analyser les causes réelles et profondes. Je voudrais dire, Monsieur le Président Mélenchon, que c'est ces tergiversations, cette ambivalence dans les prises de position qui ont fini par discréditer une bonne partie de l'Occident. Et en l'occurrence ici, l'Europe et la France, au regard de tous ces peuples africains qui aujourd'hui vont aux mêmes écoles, suivent de la même manière l'actualité mondiale et sont aussi éveillés que tout autre peuple du monde. Et cela a fini par déteindre très négativement sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Il nous faut refonder ces relations parce que nous sommes tenus d'être ensemble et de travailler ensemble. Oui. Qu'avons-nous proposé jusqu'à présent, nous, Africains? Bien sûr, j'ai toujours dit que je n'impute pas tous les maux qui nous gangrènent à des responsabilités extérieures. Les détournements de deniers publics ne sont pas la responsabilité étrangère, c'est l'irresponsabilité et la boulimie de nos élites. Les mauvais choix de politique publique, même s'ils sont dictés par des institutions internationales, ne sont que de la responsabilité de nos propres élites. Je puis vous assurer que personne, rien ni personne, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, ne nous imposera à nous, les politiques Et donc, oui, nous allons développer ici quelques axes qui nous paraissent importants, des propositions, des offres sur ce qui doit pouvoir relancer cette coopération sur de meilleurs termes qu'elle ne l'est actuellement. Ouais. Mais avant, je présenterai brièvement le modèle qui est le nôtre. Nous sommes arrivés au pouvoir avec un modèle que nous avons présenté aux Sénégalais pendant 10 ans. Nous n'avons pas été élus parce que nous avons des machines à billets pour distribuer à un électorat. Non. Nous avons été élus sur la base d'un programme, d'un projet, d'une vision. Et de manière synthétique, c'est quoi cette vision? Pour nous, l'Afrique peut et doit être une importante locomotive de la croissance mondiale. Pour cela, elle n'a prioritairement besoin. Elle n'a pas prioritairement besoin d'un traitement de faveur ou d'une approche infantilisante, comme ce fut le cas jusque-là. Elle n'a pas besoin d'un modèle principalement financé de l'extérieur à travers une dette mal maîtrisée et libérée en devises étrangères, ou d'un afflux d'investissements directs étrangers exclusif du secteur privé national qui génère une croissance extravertie du fait, entre autres, d'un taux de change fixe. On nous parle de croissance depuis des années. La pauvreté n'a pas cessé de galoper. Le chômage n'a pas cessé de monter. Parce que cette croissance n'est pas faite par et pour les Africains. Tel est le schéma auquel est soumis le continent africain. Et le Sénégal en particulier, par le libéralisme ambiant qui les a réduits à un statut de marginaux dans leur propre continent. Les conséquences sont sans appel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Je voulais vous faire écouter cet extrait et vous pourrez, avec loisir, écouter d'ailleurs tout le reste du discours du Premier ministre sénégalais, président de PASTEF, notre frère Ousmane Sonko.
Il y a un autre extrait d'ailleurs dans lequel celui-ci cite un extrait de Jacques Chirac, dans lequel celui-ci dit ceci. Hein, il cite cet extrait de Jacques Chirac. J'ai été très intéressé dans le discours du Premier ministre Ousmane Sonko par le moment où il cite Chirac. Monsieur Chirac, est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez dit et qui a été cité à nouveau par le Premier ministre Ousmane Sonko? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez dit, Chirac? Qu'est-ce que vous avez dit? Ousmane Sonko a repris. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, Monsieur Chirac. Vous pouvez retourner dans votre tombe. Alors, mes chers amis, quand le Premier ministre Ousmane Sonko a cité cet extrait, il a dit, alors qu'on pourrait attribuer ces propos aux activistes africains les plus radicaux, eh bien, je vous informe que ces propos sont de l'ancien président français Jacques Chirac. Et d'ajouter, le président Mélenchon n'était peut-être pas au courant de ces propos. Bon, je dis à mon frère Ousmane Sonko que le président Mélenchon est tout à fait au courant de ces propos. Parce que moi, quand je lui ai écrit, que j'ai écrit à son secrétariat, ça faisait partie des pièces à conviction que je lui ai données. Peut-être que le président Mélenchon n'était pas au courant de ses propos avant 2022. Je n'en sais rien, je n'ai pas les moyens de le savoir. Mais au moins moi, Nyamsi Wa Cameroun, je lui ai donné la vidéo. À Jean-Luc Mélenchon. Donc, le président Ousmane Sonko se trompe quand il pense que Mélenchon ne sait pas que Chirac a tout avoué. Ça, je corrige déjà ce dernier point. Mélenchon sait. Et il sait que ce que Chirac dit est vrai. Il fait partie des hommes politiques français les plus documentés sur la domination française. Mélenchon le sait très bien. Il ne faut pas le dédouaner ici. Il n'y a aucune ignorance du phénomène de l'exploitation de l'Afrique. Il le sait. Et il était au Parlement français lorsque André Chassaigne, lorsque Jean-Paul Lecoq, lorsque lui-même dénonçait ce colonialisme et ce néocolonialisme. Donc, il faut arrêter de dédouaner qui que ce soit dans l'élite politique française. Il faut arrêter de les dédouaner d'une quelconque ignorance de la politique africaine réelle de la France. L'élite politique française connaît cette politique. Et l'ignorance, dans ces cas-là, n'est qu'une feinte rhétorique. Mais je reviens à l'extrait d'avant. Le Premier ministre Ousmane Sonko, président de PASTEF, déploie un raisonnement logique dans les 5 minutes que je vous ai fait écouter. Il commence par indiquer ce pourquoi l'Occident, l'Europe, la France sont discrédités mondialement. Et il dit que leur discrédit vient de leur double langage, de leur ambiguïté. Écrivez ça. Ambiguïté pourquoi? Parce que les principes qui sont proclamés par les États-Unis d'Amérique, par l'Union européenne, par la France, quand ces puissances s'adressent aux pays africains, ne sont pas les mêmes principes que les mêmes puissances utilisent quand elles s'adressent à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Quand les mêmes puissances s'adressent à des États qui font leurs 4 volontés ou qui assurent leur hégémonie mondiale, les principes utilisés contre l'Afrique disparaissent. Le Premier ministre Ousmane Sonko est ici pédagogique. Il pointe le talon d'Achille de l'Occident, le 2 poids, 2 mesures. Le fait d'avoir des principes à géométrie variable. Voici les gens qui veulent dicter la démocratie aux Africains, mais qui n'ont pas fini de démocratiser les 12 monarchies européennes. Comment comprendre qu'il y ait encore des monarchies en Europe et que les dirigeants européens, dès qu'ils franchissent la Méditerranée, commencent avec la prédication démocratique, à la démocratie? Votre problème, c'est quoi? Est-ce que vous avez fini de démocratiser l'Europe? Pourquoi l'Espagne a-t-elle un roi? Pourquoi la Belgique a-t-elle un roi? Pourquoi l'Angleterre, le Royaume-Uni a-t-il un roi? Pourquoi
le Danemark, la Suède, le Luxembourg. Pourquoi les Pays-Bas? Pourquoi tous ces pays-là ont encore des monarchies? Si la démocratie est vraiment le régime politique absolu, pourquoi tolérez-vous des monarchies constitutionnelles chez vous? Voilà. Donc le Premier ministre Ousmane Sonko pointe ce qui est à l'origine de la perte de crédibilité de l'Occident dans le monde. La contradiction principielle. Le 2 poids 2 mesures. Ici, on prêche la démocratie. Au nom de la démocratie, on fait la guerre. Là-bas, on soutient la dictature. Et pour soutenir la dictature, on fait la guerre. Et les mêmes veulent être respectés dans le monde entier, alors que leurs contradictions flagrantes éclatent. Quant au Mali, dans le cadre de la lutte antiterroriste, il y a 20 morts. On alerte tous les médias de la France-Afrique. Le secrétaire général de l'ONU sort. L'armée d'Israël a tué près de 40 000 Palestiniens, parmi lesquels des femmes, des enfants et des milliers de jeunes innocents. On n'a pas vu la même vigueur des mêmes à dénoncer Israël. On n'a pas vu la même vigueur des mêmes à dénoncer Israël. Des faits flagrants se déroulent sous nos yeux tous les jours, dans lesquels on voit la contradiction, la déchirure de la cohérence de l'Occident politique. Ousmane Sonko a également souligné que le monde, le Sud global, ne supporte plus la posture de donneur de leçons de l'Occident en matière de valeurs sociétales. Bon, l'Afrique pratique la polygamie. La polygamie est une pratique matrimoniale traditionnelle en Afrique. L'Europe et l'Occident en général pratiquent la monogamie, qui est devenue une institution traditionnelle de l'Europe. Ousmane Sonko pose la question de savoir au nom de quoi l'Occident voudrait imposer sa pratique matrimoniale en Afrique. Et de souligner que la monogamie soit de règle en Occident, mais tous ceux qui vivent en Occident doivent s'y régler. Mais en Afrique, ce n'est pas la règle. Et nul ne doit imposer aux Africains les valeurs de civilisation qui ne sont pas les leurs. Ça s'appelle le respect mutuel. Il abonde dans le même sens sur la question de l'homosexualité. Il dit que au Sénégal, il existe une longue tradition de tolérance envers cette différence sexuelle. Mais que ce n'est pas une raison pour laquelle on voudrait imposer aux Sénégalais la légalisation du mariage homosexuel. La légalisation du mariage homosexuel est tout à fait compatible avec les normes de l'Occident, comprises d'une certaine façon. Mais que l'Occident veuille imposer cela aux Africains, voilà la limite qu'il ne faut pas franchir. Ne venez pas chez les gens imposer vos valeurs. Donc, la démonstration du Premier ministre Ousmane Sonko est imparable. C'est une démonstration remarquable. Mais je souligne le fait que, dans son allocution devant le président de la France insoumise, il nous a donné une clé pour comprendre, pour juger de la crédibilité des États, la crédibilité des gouvernements. Quelle est la clé que le Premier ministre Ousmane Sonko a utilisée pour critiquer la posture de l'Occident? C'est la clé de la cohérence dans les principes. Et il a appliqué cette clé à la situation au Sahel. Quelles sont les accusations formelles? Quels sont les constats formels d'Ousmane Sonko? Au Sahel, la CEDEAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, s'est attaquée au Mali, au Burkina et au Niger pour les punir. Ousmane Sonko dit, la CEDEAO l'a fait sous la dictée du néocolonialisme français, sous la dictée de l'impérialisme occidental. Elle a décidé de punir les pays où avaient eu lieu des coups d'État militaires incompatibles avec les intérêts de l'Occident. La preuve, il y a eu coup d'État militaire au Gabon. Nulle part la France n'a appelé la CEMAC à punir Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo. Il y a eu coup d'État au Tchad. Nulle part la France n'a appelé la CEMAC en Afrique centrale à punir le régime de Mahamat Kaka Déby. N'est-ce pas? Il y a des fraudes électorales en Côte d'Ivoire, au Togo, en Guinée-Bissau. Il y a des fraudes électorales, il y a de la répression politique
dans des pays comme le Bénin, contre les opposants, le Togo, le Cameroun, le Gabon, on n'a jamais vu une organisation punitive contre ces pays parce que les régimes qui sont à la tête de ces pays font globalement les 4 volontés de l'élite politique de gouvernement en France et de l'élite occidentale. Ousmane Sonko se demande, mais de quel droit voulez-vous imposer aux Africains de s'attaquer à des Africains pour satisfaire des intérêts non africains? Ousmane Sonko a restitué exactement l'injustice que subissent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Niger qui a failli être l'objet d'une attaque militaire généralisée. N'eussent été les mobilisations du Burkina, du Mali, aux côtés du Niger, le Niger aurait été mis à feu et à sang, comme la Libye de Muammar el-Kadhafi l'a été en 2011. N'eussent été les alliances fortes du Mali, du Burkina et du Niger, avec la Russie et la Chine, on ne parlerait plus du régime du président Tiani. Le Niger serait pulvérisé pour avoir fait tomber l'un des suppôts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Ousmane Sonko a mis les 2 pieds dans le plat et a clairement indiqué que la CEDEAO est une organisation sous domination néocoloniale. Et il a dit que le gouvernement PASTEF au Sénégal ne se soumettra pas aux oukases étrangers, c'est-à-dire ne mènera pas la même politique que les dirigeants corrompus de la CEDEAO qui ont déclaré la guerre contre le Niger. C'est bien ce qu'il a dit, oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Et je voudrais dire ici que c'est un discours limpide. Ce que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, Premier ministre, a dit, c'est la restauration de la doctrine panafricaniste révolutionnaire de gauche pure. Et on doit le saluer pour cela. Mais pour venir à ma conclusion et dernière partie, je demande à tout le monde de bien noter le principe grâce auquel a été critiquée la politique occidentale, le principe grâce auquel a été critiquée la politique de la CEDEAO. C'est le principe de la cohérence. Ousmane Sonko nous dit, une puissance qui n'est pas cohérente est une puissance qui s'affaiblit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Entre l'AES et la CEDEAO, qui est l'agresseur? Sonko nous dit, c'est la CEDEAO. Mais quels sont les principaux agresseurs de l'AES? Quels sont ceux qui étaient les va-t-en-guerre les plus chauds, poussés dans le dos par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental? Qui sont-ils? Numéro 1, Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui tient le peuple ivoirien en otage depuis 35 ans, par toutes sortes de brutalités, de ruses, de forfaitures. Alassane Dramane Ouattara. Numéro 2, Patrice Talon du Bénin, qui en était même à vouloir tenter d'empêcher que le pétrole nigérien puisse s'écouler vers le marché international la semaine passée. Qui a pris l'initiative de fermer la frontière avec le Niger pour punir le Niger. Numéro 3, Tinubu, Adebola, le dormeur d'Abuja, le dormeur danseur d'Abuja, qui a feinté et a fini par attribuer à son parlement le refus de la guerre, alors qu'il avait proclamé la guerre sans consulter le parlement, pour plaire aux néocolons français et aux impérialistes occidentaux. Tinubu. Numéro 4, Umaro Sissoko Embalo, qui était pressé de monter soi-disant une force anti-putsch pour attaquer le Burkina, attaquer le Mali, attaquer le Niger et y rétablir ses amis. L'homme qu'on déshabille en pleine visite officielle, dans la rue, devant son peuple. Il accueille un chef d'État étranger. Le chef d'État étranger ôte sa veste et lui demande d'ôter lui aussi sa veste. Il s'exécute. Cet homme-là, lui aussi, voulait attaquer. Il voulait participer, créer une force anti-putsch pour attaquer. Est-ce que je me suis trompé? Parce que vous devez me suivre dans ma démonstration. Quels sont ceux qui ont agressé, qui ont voulu agresser le Mali, le Burkina et le Niger? Quels sont ceux qui ont déclaré la guerre contre le Niger? Je refais la liste. Alassane Dramane Ouattara. Lui, il a même donné la quantité de troupes qu'il allait envoyer. Il avait dit de 850 à 1100 hommes. Il a dit que ce serait une campagne de 3 mois. Il a dit qu'il avait réuni les moyens de le faire. Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui a perpétré 12 coups d'État lui-même en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, nous venons à la dernière partie. Parce que je viens de saluer dans la deuxième partie la cohérence et la démonstration imbattable. C'est-à-dire que personne ne peut démontrer que ce que Ousmane Sonko a dit est faux. Sauf peut-être ce que nous allons voir dans la dernière partie. Puisque nous allons donner la parole
au président sénégalais nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. Et nous allons poser la question de savoir quel est le rapport entre ce que lui il a dit à Abidjan et ce que Sonko nous dit maintenant. Ça s'appelle penser. Et je veux que nous ayons le courage de penser. Penser, ça demande du courage. D'accord? Ça demande beaucoup de courage. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente. Si vous n'êtes pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous ne pouvez pas nous penser. vendre votre voiture. Vous ne pouvez pas penser. D'accord, nous passons à la dernière partie et conclusion de ce propos. Et dans cette dernière partie et conclusion de ce propos, nous allons donner la parole au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en visite à Abidjan. Il faut qu'il parle. Puisqu'on a écouté son premier ministre, on va écouter le président. Et nous allons nous demander quel est le rapport entre les deux affirmations. J'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires de mes frères sénégalaises et sénégalais de PASTEF, mais je crois qu'ils n'ont pas compris que nous avons compris. Bon, alors, qu'est-ce que je veux maintenant vous montrer? Je vais vous faire écouter cet extrait du propos du président Bassirou Diomaye Faye récemment en visite en Côte d'Ivoire. J'ai retrouvé un extrait assez intéressant de sa prise de parole. Au sortir de l'audience de plus d'1 heure avec le chef de l'État sénégalais, notre frère bien-aimé, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a parlé. Abidjan, une étape majeure. C'est un élément de la diplomatique RTS. du président Bassirou Diomaye Faye. Le séjour du chef de l'État en terre ivoirienne s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié fraternelle entre les deux pays. L'accueil réservé au président de la République à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny témoigne de l'importance de cette visite pour le gouvernement et le peuple ivoirien. On tend au pavillon présidentiel pour un souhait de bienvenue et puis la sortie marquée par un accueil populaire de la communauté sénégalaise, heureuse d'accueillir le président de la République ici en Côte d'Ivoire. C'est un élément de la radio-télévision sénégalaise que je vous fais écouter. Ils vont parler tout à l'heure. Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire et le président Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal. Mais je veux que vous sentiez l'ambiance. Le temps fort de cette visite se déroule au Palais de la République. Ici, la prise de contact se fait sous les honneurs. Le président Bassirou Diomaye Faye passe en revue les troupes avant d'arriver à la rencontre de son aîné, le président Alassane Ouattara, dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Jusque-là, tout va bien. Je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. C'est Alassane Ouattara qui parle. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Alors, là, je vais les laisser parler et je vais arrêter de temps en temps pour commenter. Alassane Ouattara dit qu'il est heureux d'accueillir le président Bassirou Diomaye Faye. Là, c'est le commencement des mensonges. Alassane Ouattara a constamment soutenu Macky Sall dans sa politique répressive contre PASTEF. Et il était content que Diomaye soit en prison. Il était content que Sonko soit en prison. Parce que c'est comme cela que lui-même traite les opposants en Côte d'Ivoire. C'est là que la visite dérape. Quand Ouattara commence son travail favori, le mensonge. Le mensonge.
Et le Premier ministre Ousmane Sonko, dans sa conférence de presse à Dakar, a souligné le fait que quand eux, ils étaient en prison, quand ils étaient sous la répression sanglante de Macky Sall, l'écrasante majorité de l'élite politique française et africaine s'est tue. Et il parlait de Ouattara. Mais vous le voici en train de commencer à mentir. L'insupportable mythomane d'Abidjan. Laissons-le parler. Félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection. Et nous en sommes très heureux. Et aux adresses, Alors, il le félicite pour une brillante élection, alors que lui, il est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont risqué leur vie pour empêcher Macky Sall de faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Mais qui était l'inspirateur du projet de troisième mandat anticonstitutionnel de Macky Sall? Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, l'inspirateur du projet. C'est lui qui était le conseiller matin, midi et soir de Macky Sall. C'est lui qui l'encourageait. C'est lui qui négociait et qui couvrait la répression qui s'abattait sur le peuple sénégalais au niveau des instances sous-régionales et internationales. Pour Macky Sall. Vous voyez? Voilà là où l'indignité politique commence. Un menteur en action. De plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple. Lui, il parle de bon déroulement du scrutin, alors que toutes les élections auxquelles il a participé ont été sanglantes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Alassane Ouattara doit encore parler de scrutin devant quelqu'un? Chaque fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le sang a coulé. A commencé par 2000. Ensuite, ça a continué. 2010, 2011. Puis ça s'est reproduit en 2020, puisque en 2015, il était le seul candidat. Il n'avait pas d'adversaire. Sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Oufouette... Est-ce qu'il peut parler d'indépendance de la Côte d'Ivoire et du Sénégal? Sérieusement. La Côte d'Ivoire est une néocolonie militaire et économique de la France et de l'Occident. Le Sénégal est une néocolonie militaire et économique de la France et de l'Occident. Ce ne sont pas des pays indépendants. Ce ne sont pas des pays indépendants. Excusez-moi, Ce ne sont pas des pays indépendants, je suis désolé. Vous êtes indépendant quand vous n'êtes pas sous occupation militaire d'armées étrangères. Vous êtes indépendant quand vous possédez la souveraineté monétaire. L'indépendance n'a pas encore eu lieu en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et dans 15 pays africains, dits francophones, il n'y a pas d'indépendance. De quoi parle-t-il? Quelle indépendance? L'indépendance d'Oufoué, Alpha Blondy l'a nommé. C'est l'indépendance sous haute surveillance. Et il a chanté. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. À Dakar, nous ne voulons plus de vous. À Libreville, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Oui ou non? Vous êtes au courant de ça ou pas? Regardez-moi un ennemi de l'indépendance qui parle d'indépendance. Ouattara Draman. Continuons le commentaire. Continuons. A vécu au Sénégal, moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté. La chanson est d'Alpha Blondy. C'est Alpha Blondy qui a chanté « Allez-vous-en de chez nous ». Nous ne voulons plus d'indépendance. Je suis formel. Du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités. Bon, il parle du siège de la BCEAO à Dakar. La BCEAO n'est pas une banque africaine, c'est une succursale de la Banque de France. Je suis désolé. Ou bien c'est faux. Le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. D'ailleurs, c'est la Banque de France qui la fabrique.
C'est la Banque de France qui en contrôle les réserves de change. Oui ou non? Il parle de quoi? Du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi là c'est le président Bassirou Diomaye Faye à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Jusque-là, ça va. Les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques. Là, à partir de là, le président Bassirou Diomaye Faye sort d'une compréhension panafricaniste de gauche de l'histoire. Il dit que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont été fondés par Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Bon, c'est faux. Les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire ont été fondées par la République française. Écrivez ça. D'ailleurs, Senghor et Houphouët-Boigny étaient citoyens français. Ils étaient députés français. Ils étaient élus français. Quand la République du Sénégal a été fondée, c'est la République française qui l'a fondée. Ce n'est pas Félix Houphouët-Boigny qui a fondé la République de Côte d'Ivoire. C'est De Gaulle, Charles, le général, président de la République française. La Côte d'Ivoire faisait partie de la communauté africaine française. Ce n'est pas le président Léopold Sédar Senghor qui a fondé le Sénégal. Si vous avez écrit ça, ce n'est pas lui qui a fondé la République du Sénégal. Si vous avez écrit ça dans les livres d'histoire, changez. La République du Sénégal a été fondée par la République française. Ce sont les faits. D'accord? Donc déjà, mon jeune frère, le président Bassirou Diomaye Faye, commence à sortir de l'histoire. Car s'il y a une fondation d'une république par les ressortissants de cette république, cette fondation doit être d'abord populaire. Elle doit être populaire. Car le véritable souverain dans une république, res publica, chose publique, c'est le peuple. Ce n'est pas un individu. Toute république qui serait sortie de la cuisse d'un père, ce n'est pas une république. C'est une res privata. Ce n'est pas une res publica, c'est une res privata, une chose privée. Quand tu dis, c'est lui le père fondateur de la République, ça veut dire que la République lui appartient, un peu comme le roi du Maroc dit qu'il est le propriétaire du royaume chérifien. Mais le Sénégal n'appartient pas au président Senghor. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Félix Houphouët-Boigny. Elle n'est pas sortie de sa cuisse. Elle existait avant lui. Le territoire. Les peuples existaient avant. Ils ont mené des luttes avant même qu'eux viennent. Depuis le 19e siècle, les Africains des territoires qui s'appelleraient Sénégal et Côte d'Ivoire se battaient. 18e. Il faut penser à tout ce monde-là avant de dire c'est lui le père fondateur. Père fondateur de quoi? De la résistance? La résistance le précède. Père fondateur de quoi? Des peuples qui composaient le territoire sénégalais ou ivoirien. Ces peuples existaient avant que ne naquissent, au début du XXe siècle, les présidents Senghor et Houphouët. Arrêtez le fameux culte des pères fondateurs. Ça ne correspond pas du tout à l'idéologie panafricaniste de gauche. C'est une idéologie qui attribue la souveraineté aux peuples en lutte. Tout commence dans le peuple et tout finit en lui. Qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège. Non, il faut qu'il parle. Saluer le leadership. Oui. Et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion de... Et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège.
de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà la phrase qui a mis le feu à toutes les familles panafricanistes de gauche du Sénégal et de tout le continent et des diasporas. Vous venez d'écouter le discours du président de PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui dit que la CEDEAO, manipulée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, s'est attaquée au Mali, au Burkina et au Niger. Et que lui, il est opposé à cela et que le Sénégal se tient aux côtés des pays du Sahel. Maintenant, vous écoutez le président du Sénégal qui dit que Alassane Dramane Ouattara fait des efforts en matière de stabilité et de démocratie. Il y a un petit problème. Qui est le leader des dirigeants de la CEDEAO qui voulait faire la guerre au Niger? Qui est le leader des dirigeants de la CEDEAO qui voulait faire la guerre au Niger? Écrivez son nom. Et à qui est en train de parler le président Bassirou Diomaye Faye? C'est le même individu. Alassane Dramane Ouattara. Quelle que soit la manière de prendre les choses, on ne peut pas, en tant que Premier ministre et président de PASTEF, dire d'une part que la CEDEAO, manipulée par la France, manipulée par l'Union européenne, manipulée par l'OTAN, s'attaque à des pays frères du Sahel. Et de l'autre côté, aller à Abidjan dire que le principal vassal de cette manipulation, dans la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, est un promoteur de stabilité et de démocratie. C'est impossible. C'est impossible. Alors, analysons ça calmement. J'ai lu les commentaires de certains de mes frères et sœurs sénégalais, quand j'ai annoncé d'ailleurs que j'allais analyser l'intervention du Premier ministre Sonko, et qui disait, non, il faut distinguer entre diplomatie et relations internationales. À Abidjan, Diomaye Faye faisait de la diplomatie, alors que à Dakar, face à Mélenchon, Sonko faisait des relations internationales. Je leur dis d'arrêter de prendre les Africains pour des idiots. Car la définition de la diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales. Diplomatie, là, son synonyme, c'est relations internationales. Relations internationales, son synonyme, c'est diplomatie. Si vous ne le saviez pas, écrivez ça sous la vidéo. C'est un argument faux. Deuxième argument, d'ailleurs, le Premier ministre Sonko lui-même l'a donné. Il a dit qu'il s'exprimait à Dakar en tant que président de PASTEF. Mais qu'en tant que chef de gouvernement, il a vocation à entretenir des relations avec tous les pays du monde. Ça, c'est vrai. Mais personne n'a contesté. Personne de sérieux n'a contesté le droit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire d'avoir des relations diplomatiques. Personne n'a dit, en tout cas moi, je n'ai jamais dit que le président Diomaye Faye et le président Ouattara n'ont pas à s'entretenir des relations ivoiro-sénégalaises. Jamais je n'ai critiqué cela. Ces relations sont nécessaires. Car je sais que la diplomatie étant la gestion des relations internationales, ces relations internationales peuvent avoir lieu entre des États qui n'ont pas la même idéologie. Ce n'est pas un problème. Donc, notre critique ne se situe pas à ce niveau. Il ne s'agit pas de dénoncer ou de dire qu'il ne doit pas y avoir de relations internationales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au contraire, elles sont nécessaires. Quels que soient d'ailleurs les gouvernants, elles sont nécessaires, les relations internationales. Et qu'on ne nous dise pas que les relations internationales sont différentes de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de la gestion des relations internationales. Mais il y a un problème. C'est que le président Bassirou Diomaye Faye a porté un jugement sur la politique ivoirienne. Il dit que la politique ivoirienne est caractérisée par les efforts d'Alassane Ouattara pour la stabilité, les efforts d'Alassane Dramane Ouattara pour la démocratie, les efforts d'Alassane Dramane Ouattara pour le développement. Est-ce que cela correspond à la réalité? Et si on applique le fameux principe que j'ai cru entendre le Premier ministre Sonko énoncer, les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Mon frère Sonko, quand vous étiez en prison, ce n'est pas comme ça que vous disiez. Vous nous appeliez tous au secours. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Vous commencez à chanter le chant du nationalisme. Les problèmes d'un pays doivent être résolus par les citoyens de ce pays. Quand vous êtes en prison, vous êtes en difficulté, vous appelez tous les panafricanistes sur tous les réseaux sociaux. Quand vous n'êtes plus en prison, vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez même pas citer un nom de panafricaniste dans vos discours. Vous utilisez le concept d'activistes radicaux pour désigner ceux qui se battirent aux côtés du peuple sénégalais quand vous étiez dans le trou. C'est ça que vous utilisez pour les nommer. Nous avons bien noté, mon frère Ousmane Sonko. Comment vous nous appelez? Quand vous citiez la phrase de Chirac, Sonko, vous dites
On aurait pu penser que cette phrase est celle d'un des activistes panafricanistes les plus radicaux. En quoi nous sommes radicaux? En quoi sommes-nous radicaux? Nous revendiquons le droit des Africains, un droit juste et légitime. Nous ne demandons pas à dominer l'Europe, à dominer les États-Unis, à dominer l'Asie. Nous demandons que la domination soit chez nous. Qu'est-ce qu'il y a de radical dedans? Nous sommes de bon sens. Mais je reste dans le sujet. Pendant que le Premier ministre Ousmane Sonko maintenant énonce le principe que les problèmes d'un pays doivent être résolus à l'intérieur de ce pays, voilà Bassirou Diomaye Faye qui évalue la politique. Il évalue la politique ivoirienne. Parce qu'il loue les efforts en matière de démocratie et de stabilité d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye entre dans la politique ivoirienne et donne des bons points à Ouattara. Est-ce que vous voyez la cacophonie que cela représente? Alors que les mêmes se promènent dans les réseaux sociaux pour me dire, toi tu es Camerounais, occupe-toi de tes affaires camerounaises. Voilà Bassirou Diomaye Faye, votre président, qui juge de la politique ivoirienne. Moi je suis pour que les Africains, et en général les êtres humains, disent ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe sur la terre, quel que soit le pays où ça se passe. Que chacun ait le droit de dire ce qu'il pense. Je suis pour. Mais je constate là une véritable cacophonie et même une dichotomie principielle. Entre d'une part, le président Ousmane Sonko qui dit, bon, chaque pays doit résoudre ses problèmes. Ça, c'est pour protéger l'Afrique de l'ingérence occidentale. On a bien compris. Mais ce principe signifie aussi, les panafricanistes, ils n'ont pas à nous critiquer. Qu'ils aillent s'occuper de leur pays respectif, comme nous nous occupons du nôtre. Chacun pour lui. Parce que vous êtes maintenant sorti de prison. Mais quand vous étiez en prison, mon téléphone, mon WhatsApp, mon Telegram, ma boîte mail, mes téléphones sonnaient en permanence. Les dirigeants de PASTEF à l'intérieur, comme à l'Europe, partout, m'appelaient professeur, 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 professeur. Parlez de nous. Mes amis sénégalais, mes anciens étudiants sénégalais, toute personne qui avait accès à une seule de mes comptes savait qu'il fallait que je parle. Si je faisais une semaine sans parler de la tragédie sénégalaise, mes amis sénégalais se plaignaient. Maintenant que je critique les contradictions du nouveau pouvoir, ils se plaignent encore. Il y a un petit problème. Vous n'avez pas compris que moi, mon rôle, c'est d'éclairer. Alors, lui, il se mêle de la politique ivoirienne et il donne à Alassane Ouattara le brevet de démocratie, le brevet de artisan de la stabilité. Et il dit même qu'il fait des efforts. Ce qui veut dire que l'opposition a tort. Pour Bassirou Diomaye Faye. Les prisonniers politiques qui sont en prison, ils ont tort. C'est Alassane Ouattara qui a raison. Guillaume Soro qui est en exil, il a tort. C'est Ouattara qui a raison. Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé qui sont exclus des listes électorales, ils ont tort. C'est Ouattara qui a raison. Tellement il est démocrate et un homme stabilisateur. La Côte d'Ivoire est classée pays pauvre très endetté. En 2024, au classement de la Banque mondiale. Mais Diomaye dit que ce monsieur développe la Côte d'Ivoire. De quelle Côte d'Ivoire parle-t-il? Est-ce qu'il a étudié la structure du surendettement public, par exemple, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il sait que 83% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire sont utilisées à rembourser la dette chaque année? Est-ce que Diomaye Faye a pris le temps d'étudier la structure réelle de l'économie ivoirienne? Mais il émet des jugements. Mieux, le Premier ministre Ousmane Sonko a bien montré comment la CEDEAO a agressé l'AES. Mais comment quelqu'un qui est le chef des agresseurs peut être présenté comme un démocrate et un stabilisateur? C'est ça la dichotomie idéologique qui se dessine à la tête de l'exécutif sénégalais. Je suis désolé. C'est une dichotomie idéologique. Alors, il y a deux attitudes à adopter face à cette dichotomie. On pourrait commencer par croire ce que certains de nos frères disent. Vous savez, ils sont très malins, les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils font un peu comme dans les interrogatoires de police. Quand les policiers vous arrêtent, il y en a toujours deux qui vous interrogent. Deux. Un qui joue au gentil, l'autre au méchant. Ce qui fait que vous êtes beaucoup plus méfiant avec le méchant et beaucoup plus confiant envers le gentil. Voilà comment ils obtiennent la vérité des deux côtés. Le gentil a tendance à vous dire « Oh, pauvre monsieur Niamsi, vous êtes en garde à vue, oh là là. » J'ai connu ça, hein. Oh, dis donc, vous êtes un intellectuel brillant quand même, c'est pas normal qu'un monsieur comme vous soit en garde à vue. Mais dis donc, en plus un père de famille comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous n'écrivez que des livres, vraiment, oh là là. Mais c'est dur quand même, le pays peut être difficile. Et puis l'autre, il vient et dit, vous faites attention. Vous allez avoir de sérieux problèmes. Nous attendons la décision de madame le procureur concernant votre cas. Les deux se sont entendus. Hein. L'un est chargé de t'effrayer et l'autre de te flatter.
Tout ça pour te déstabiliser, de telle façon qu'on obtienne le maximum de verre tiré de ton nez. Hein? Écrivez bien ça, je suis en train de vous expliquer les choses qu'ils font. Hein. Alors, on peut faire l'hypothèse que nos deux frères, qui sont des Siamois, et qui s'entendent comme deux larrons en foire, le président Bassirou Diomaye Faye de la République et son premier ministre, ce sont des malins, ils se sont partagés le travail. Toi, Bassirou, tu vas jouer aux gentils. Moi, Ousmane, je joue aux méchants. Et dans tous les cas, on va les avoir tous. On va les niaf. On va niaf la CEDEAO, on va niaf l'AES, on va niaf la France, on va niaf les États-Unis, on va niaf la Russie, on va niaf tout le monde. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que c'est le plan de nos frères. Les gars sont forts. Il dit, vas-y, toi, va vers les États de la CEDEAO, flatte-les. Moi, je vais aller vers ceux de l'AES, je les flatte. Au final, on va gagner les deux côtés. On va les niaf. Ça, c'est la première hypothèse. Mais comme j'aime beaucoup nos frères qui viennent d'arriver au pouvoir, parce qu'ils sont infiniment préférables à Macky Sall, le vassal qui a fait souffrir le peuple, je veux leur dire que si c'est ça leur plan là, ce que je viens d'expliquer, qu'ils quittent dans ça, comme on dit à Abidjan. Je leur conseille de quitter dans ça et de faire une politique cohérente. Je ne peux pas dire que l'État sénégalais doit rompre des liens diplomatiques. Non. Là où vous avez affaire à des États qui sont clairement opposés à l'émancipation africaine, ne faites pas de passage de pommade. Ne mentez pas. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, la veulerie. Ne léchez les pompes, ne cirez les pompes à personne. Veillez essentiellement aux intérêts vitaux du Sénégal. C'est votre droit. Personne ne pourra vous contester cela. Il y a des intérêts vitaux sénégalais. Vous êtes les responsables de l'État sénégalais. Vous devez protéger les intérêts du peuple sénégalais. C'est légitime. Mais ne vous sentez pas obligé de flatter les ennemis de l'Afrique. Quittez dans cette stratégie du bon et du mauvais flic. Bassirou le bon, Sonko le mauvais. Quittez dedans. Vous êtes des panafricanistes de gauche. Vous avez été élus sur un programme panafricaniste de gauche. Vous réalisez votre programme panafricaniste de gauche. Comme en diplomatie, on ne dit pas tout. Quand vous allez dans un pays dont vous savez bien qu'il est nuisible, vous ne parlez pas des questions qui fâchent publiquement. Parce que ça peut paraître comme un manque de respect à l'intelligence du peuple sénégalais. Un manque de respect à l'intelligence des peuples africains qui vous écoutent. Donc je me permets de réitérer ma critique. Je ne bouge pas une virgule de ma critique. Sortez du bicéphalisme idéologique auquel vous voulez donner prise. Sortez du double langage que vous dénoncez auprès des dirigeants français, des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux. Parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a montré que l'Occident est affaibli à cause de son double langage. Mais ce qui s'est passé entre ce que le Premier ministre Sonko dit à Dakar et ce que le président Bassirou dit à Abidjan, c'est le double langage. Si le double langage affaiblit l'Occident, cela veut dire qu'il peut aussi affaiblir le Sénégal. Le même double langage, le 2 poids 2 mesures que nous dénonçons auprès des dirigeants européens, des dirigeants occidentaux, il ne faut pas que nos dirigeants africains le pratiquent. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que vous condamnez la politique criminelle de la CEDEAO contre les pays de l'AES et de l'autre côté, féliciter Alassane Ouattara, qui est pourtant auteur de cette politique. Voilà le double langage qui a discrédité l'Occident. Il ne faut pas que ce double langage s'installe au Sénégal. Ça peut être une erreur de parcours. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait le temps de redresser le parcours. Vous avez tout à fait le temps de nous donner la preuve de votre cohérence. Mais si vous continuez dans ce langage en quinconce, vous allez subir les mêmes conséquences que l'Occident subit aujourd'hui. L'Occident discrédité par sa politique de 2 poids 2 mesures, eh bien ça risque d'être le pouvoir PASTEF discrédité par sa politique de 2 poids 2 mesures. Car ce qui tue Makloklo peut tuer Maklata. Écrivez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, je sais qu'il y a autour de vous des gens qui ne supportent pas qu'on ait une pensée critique envers vous. Je voudrais juste leur rappeler qu'ils savaient où trouver mon numéro de téléphone quand vous étiez en prison. Ils savaient m'envoyer les informations nécessaires pour vous défendre sur les réseaux sociaux. Les mêmes qui, aujourd'hui, viennent sur les réseaux sociaux pour m'interdire de vous critiquer. Pendant que vous nous présentez dans vos discours comme des activistes radicaux. Et que vous invitez Mélenchon. Mais pas les panafricanistes révolutionnaires qui vous ont aidé.
en priorité. Maintenant que vous êtes au pouvoir, n'oubliez pas que le pouvoir là, c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne. Ce que je souhaite, c'est pour le peuple du Sénégal. Le peuple du Sénégal a droit à un gouvernement cohérent, à une idéologie de gouvernement cohérente. Il a droit à une élite politique qui pratique un langage sincère, un langage de vérité, et non pas à la ruse du bon et du mauvais policier. Si c'est cette ruse-là que vous avez conçue, mes chers jeunes frères, car vous êtes tous, si je ne m'abuse, des cadets en âge, même si vous êtes maintenant des aînés en responsabilité, eh bien, mes chers jeunes frères, si le plan que vous avez ourdi, c'est le plan du bon et du mauvais flic, quittez dans ça, parce que les Africains voient. Les Sénégalais, les premiers, voient. Si vous naviguez encore dans ce plan-là, vous allez voir la différence dans le désamour de ce peuple. Je ne souhaite pas que ce désamour arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'espoirs qui ont été placés en vous. Beaucoup d'espoirs. Je ne sais même pas si vous mesurez ce que vous représentez pour toute l'Afrique. Bassirou Diomaye Faye à la présidence, Ousmane Sonko à la primature. C'est un immense espoir qui s'est levé sur le continent. Ne nous décevez pas. Je ne vous demande rien. Vous pouvez faire vos 5 ans de pouvoir au Sénégal, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas si vous ne m'invitez pas, je ne viendrai pas. Je ne vous demande rien. Mais au moins, ayez pitié de ce peuple sénégalais qui a souffert avec vous, qui a souffert pour vous. Ayez pitié. Et appliquez la règle de cohérence que vous avez appliquée, mon frère Premier ministre. La règle que vous avez appliquée à l'Occident, appliquez-la vous-même. N'envoyez pas quelqu'un soutenir un despote invétéré comme Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, et puis de l'autre côté, vous condamnez la CEDEAO. Alors que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas à la fois condamner et louer Ouattara. Il ne peut pas à la fois être démocrate et antidémocrate. Il ne peut pas être à la fois dictateur et démocrate. Il ne peut pas être à la fois stabilisateur et déstabilisateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà les choses que je voulais dire. Mais je souligne que je me suis vraiment réjoui de la qualité de la démonstration spectaculaire donnée par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la visite de M. Mélenchon, qui, comme je l'ai dit, n'est pas un saint homme de la politique française. Il a été un peu trop facilement béatifié par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce n'est pas vrai. Mélenchon a une co-responsabilité dans l'histoire de la France-Afrique. Je dis bien une co-responsabilité. C'est incontestable. En tant que cacique du Parti socialiste français, il a sa part de responsabilité dedans. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ne vous laissez pas abattre par vos symptômes de rhinite allergique saisonnière. Ne vous laissez pas tromper. Vive le grand peuple africain du Sénégal. Je souhaite encore succès au président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre, notre frère Ousmane Sonko. Mais dans la cohérence, dans la vérité et dans l'humilité. L'humilité et surtout aussi la reconnaissance. Sachez être reconnaissant. Parce que la roue de l'histoire tourne. La roue de l'histoire tourne. Là, c'est mon ami personnel, Faso Ouattara, qui met le show avec Dounia. Excellent samedi. Mais vous étiez près de 8000 personnes en direct de cette émission. Quel honneur. Merci infiniment à celles et ceux qui ont pensé à la partager et à la protéger. Merci. Merci de tout cœur. Mon ami personnel Faso Ouattara lance Dounia. Vous allez entendre, c'est une très belle musique. Je vous la dédie. Je la dédie au grand peuple africain du Sénégal. Dounia betele, ala kadali kambolo. Je salue mon ami et frère Chefaï, mon ami et frère Chefaï, grand combattant. Je salue le député Sagna, grand combattant. Je le laisse saluer.
Je salue mon frère Marius Sagna. Je salue mon frère Chefaï. Je salue tous mes anciens étudiants sénégalais à travers le monde. Je salue le Sénégal, de la campagne à la ville. Dunia metende ay sabari ala kadali kafaro. Dunia metende ay sabari masa kadali ke. Georgiak oh dunia betende ay sabari ala kadali kafaro. Oh dunia betende ay sabari